Para acá, para este lado, para el amarillo. Para el guarda. Nomás le aviso para que esté pilas. Es un 18 negro, nomás para que esté pilas. Perfecto. Gallito, ya me cargué todo, gallito. ¡Chao! 6-4, gracias. Cuídense, ahí estamos. La violence au Mexique et l'argent sale qui circule dans le système financier international sont liés. C'est ainsi que le règne de la terreur imposé par les cartels de la drogue a pu se poursuivre. Si on ne prend pas le blanchiment au sérieux, la lutte contre le blanchiment, parlons clairement, c'est qu'on cautionne le trafic de drogue, le terrorisme et la dictature. Personne n'hésitera à commettre ce crime s'il pense que le pire qu'il puisse lui arriver est de payer une amende inférieure à ce que cela lui rapporte. Le Michoacán, un État hors la loi. Les seigneurs de la drogue vampirisent l'économie locale. L'usurpation de la première production mondiale d'avocats déstabilise le marché. L'or vert accuse une augmentation de 22%. Nous sommes très touchés par la délinquance, surtout par les cartels. Le cartel qui sévit actuellement est celui de Los Templarios, les Templiers. C'est lui qui impose les commissions, les pourcentages, la taxe sur la production, décide si tu peux aller à ton domaine ou pas, si tu peux vendre au prix imposé, si aujourd'hui tu n'as pas le droit de couper, et demain si, ils interfèrent beaucoup dans les affaires. La captura del Estado. La mainmise sur l'État, c'est acheter les institutions pour qu'elles participent activement en tant que membres des organisations criminelles. Autrement dit, les polices se mettent au service du crime organisé et participent à la contrebande, aux homicides contre les organisations rivales, aux enlèvements de la population civile. Quand les prix sont à la baisse, le cartel de Los Templarios bloque la récolte. Personne ne récolte pour faire remonter le prix de l'avocat. Il peut s'écouler 10, 15, 20 jours. Une fois, on est même resté un mois sans vendre ni sur le marché national ni à l'exportation. 80% de l'État sont gérés ainsi. C'est comme ça qu'on travaille. Et ça touche autant les chefs d'entreprise que les salariés. Pourquoi? Parce que si hier j'avais 50 ou 100 employés, aujourd'hui j'en ai 10. Parce que ça joue autant sur le chiffre du racket que sur les menaces. Pour qu'on ne sache pas que j'ai une grosse affaire, je dois maintenir des effectifs réduits. Sinon j'en souffrirai plus. Aujourd'hui, ils savent que j'ai très peu d'employés. Au bureau de contrôle des normes, ils savent tout sur toi. Ce que tu produis dans ton domaine. Combien de salariés tu emploies? Combien produit ton domaine? Quel en est le propriétaire? Où il se trouve? Combien tu récoltes pour le marché national? Et combien à l'exportation? Donc, ils y vont, ils prennent les registres et ils voient, un tel, il a tout ça, on va le taxer. Si tu as une grosse exploitation, ils débarquent chez toi et ils te disent « faut que tu nous aides, il nous faut 2 ou 3 millions de pesos ». Et si l'exploitant refuse, ils le tuent en guise d'avertissement.
Donc c'est de là qu'ils tirent toutes leurs informations. Et si on ne leur donne pas, ils tuent le gérant, ils tuent le directeur, ils tuent l'ingénieur, ils tuent tout le monde. On estime que le coût de l'insécurité pour protéger les entreprises et les personnes s'élève environ à 0,7 du PIB. C'est donc un coût supplémentaire à la charge des entreprises et des personnes, qui évidemment se répercute sur la compétitivité de l'économie mexicaine. Ça nous touche beaucoup au niveau mondial, parce que les investisseurs étrangers ne veulent plus venir à cause de la délinquance qui sévit dans tout l'État. Il y avait des investisseurs étrangers, surtout des Américains. Aujourd'hui, avec le crime organisé, ils ne veulent plus venir. Les trafiquants se font exploitants agricoles. 20 à 30% des domaines seraient passés aux mains des cartels. Des expropriations pratiquées avec la complicité des banques locales. Nouvelle étape. Los Templarios viennent de s'emparer de l'une des 7 usines de conditionnement. Désormais, les narco-verts vendent directement à l'exportation. Que les importateurs américains soient au courant, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Comme les gérants des entreprises sont mexicains, ils font leur rapport, et les Américains disent « Continuez à travailler normalement, s'il faut payer la taxe du racket, il faut la payer, mais nous, ça ne nous concerne en rien. » La culture, c'est ma vie. Mon père cultivait. On est ici depuis toujours. Où irait-on? Ici au Mexique, c'est partout pareil. Aller ailleurs, à l'étranger, ça serait très difficile. Moi, je ne peux pas partir parce que j'attends le retour de mes 2 fils qui ont été enlevés. Je ne peux pas partir. Une fois que je les aurai retrouvés, morts ou vifs, je partirai. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'était prémédité, si je savais que j'allais passer par là. Ça m'est arrivé à Nuevo Laredo en passant la frontière. Ils ont essayé de m'arrêter. Je me suis pas arrêté. 2 rues plus loin, il y a 5 4x4 qui m'ont coincé. L'un d'eux m'a bloqué à l'avant. Ils ont encerclé ma voiture. Là, j'ai décidé de descendre, d'autant que ça avait l'air d'être la police. L'un d'eux est monté dans ma voiture et il est parti avec mes filles. Moi, ils m'ont fait monter dans une autre voiture et ils nous ont emmenés en dehors de la ville, dans un endroit qui avait l'air d'être un ranch, mais près de la route, je voyais les phares des voitures. Et là, devant mes filles, ils ont commencé à me frapper. Ensuite, quand j'étais là-bas, en parlant avec eux, en vivant avec eux, je me suis aperçu qu'ils étaient 15 et parmi eux, je ne peux pas l'assurer, mais sur les 15, il n'y en avait que 2 qui étaient des délinquants. Les 13 autres, ils avaient tous des uniformes de policiers. Il y avait la police municipale qui s'occupait de moi, plusieurs qui avaient l'air, à la façon dont ils parlaient, d'être de la police régionale, et les autres, c'étaient des fédéraux. Ils avaient tous l'air de flics au service de 2 personnes qui se sont présentées comme comme faisant partie d'un groupe du crime organisé qu'on appelle au Mexique Los Zetas. Ils se sont présentés comme ça. Et les autres, comme étant de la police. Ils se sont présentés comme étant de la police.
Pendant qu'ils m'insultaient, ils m'ont dit « T'es vivant, tu t'en es bien sorti, mais ne nous cherche pas. On a ton adresse, ton nom, celle de ta famille. » Tout ça, ils l'ont fait pour demander une rançon. En fait, la vérité, j'ai pas envie de le dire. J'ai perdu une partie de mes affaires, plusieurs propriétés que j'ai dû vendre. Mais le chiffre exact, je n'ai pas envie de le dire. J'ai décidé de tout liquider là-bas, pour deux raisons. Par peur de travailler au Mexique, par peur de vivre au Mexique. J'avais été menacé, kidnappé. J'ai pensé qu'il fallait mieux quitter le pays. J'ai vendu mes camions, vendu mes affaires et je me suis installé ici. Quand des Mexicains s'installent aux États-Unis, ils achètent des maisons, des voitures. Très souvent, ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Donc, quand ils s'installent ici, ils ont un impact notable sur l'économie locale, qui se répercute au niveau national. Au Texas, on a moins souffert de la crise que d'autres États. Et sans doute en partie à cause de l'influence des Mexicains qui ont créé des affaires, investis dans l'immobilier. Certains clients investissent des sommes considérables aux États-Unis. Certains, par exemple, qui sont dans l'immobilier, construisent des lotissements, des centaines de maisons, peut-être pas de grande valeur, mais à grande échelle. D'autres ont racheté des affaires qui valaient des millions de dollars. Cette maison au coin de la rue, on l'a vendue à une famille mexicaine il y a quelques années. Si celle-ci arrivait sur le marché, elle se vendrait sans doute plus de 20 millions de dollars. Celle-ci vient de se vendre plus de 14 millions de dollars. Cela a commencé en 2006-2007, mais les Mexicains sont arrivés en masse à partir de 2009-2010. Ce quartier-là aussi a beaucoup de succès auprès des Mexicains. On va ouvrir une nouvelle agence dans les Woodlands. On cherche des locaux. Une agence qui sera consacrée au marché mexicain. On a des associés au Mexique, un à Mexico, deux à Monterrey. On tient beaucoup à aider ces charmants Mexicains qui veulent s'installer à Houston. Terre refuge de la fuite des capitaux mexicains, le Texas, deuxième communauté hispanique des États-Unis avec ses 10 millions de latinos, attire aussi les investissements des chefs du crime organisé. Je travaille dans l'antidrogue depuis 30 ans. Et depuis 5 ou 6 ans, les trafiquants mexicains quittent le Mexique. Ils achètent des maisons,
des affaires, des ranchs, des centres commerciaux aux États-Unis. Ils veulent que leur famille quitte le pays. Les kidnappings sont en hausse, les trafiquants s'entretuent, ils se disputent les territoires. Eux aussi ont peur. Donc, ils essaient de partir pour s'installer aux États-Unis. Dans les Woodlands, une banlieue résidentielle aux abords de Houston, des individus achètent de l'immobilier au prix fort, des résidences, des locaux commerciaux, sans négocier. Ils paient 100% cash. Ça arrive par voiture blindée, par avion. Ils essaient d'importer littéralement des dizaines de millions de dollars. Une stratégie favorisée par Mexico, enfin mobilisée dans la lutte contre le blanchiment. Il y a une donnée, par exemple. En 2010, le Mexique exportait quelques 20 milliards de dollars vers les États-Unis. J'entends par là que des dollars en liquide entraient dans le système financier mexicain, puis de là, les banques locales transféraient l'argent dans des institutions financières aux États-Unis. Ces 20 milliards de dollars ne s'expliquaient pas par le seul fonctionnement commercial du pays. On a donc pris la décision d'interdire les dépôts en espèces dans le système financier mexicain. Et avec cette seule mesure d'interdire les dépôts de dollars en espèces dans les institutions financières, l'exportation, qui était de 20 milliards de dollars, est tombée à 8. Et ceci a repoussé l'argent vers les États-Unis et vers d'autres pays. Ils le font entrer ou le déposent au Mexique par l'intermédiaire des casas de cambio. Cet argent circule dans le système financier et il est ensuite envoyé vers une destination tierce. Il y a eu une énorme augmentation de dollars qu'on a essayé d'introduire dans le système américain. Dans une économie à 28% en espèces, les narcos ont beau jeu. Avec la loi anti-blanchiment votée en 2013 par le gouvernement Peña Nieto, les investissements à l'étranger, et particulièrement aux États-Unis, vont sans doute en bénéficier. La loi anti-blanchiment impose des restrictions très importantes sur l'achat des biens de luxe, des maisons, des avions, des véhicules, en espèces. Elle oblige aussi un certain nombre de professions libérales et commerciales qui ont des activités parfaitement légales, mais très exposées. Elle les oblige à rapporter toutes les transactions en liquide. Houston s'affirme l'une des principales plaques tournantes des États-Unis. C'est une très grande ville et on est très proche de la frontière, ce qui explique tout. Les cartels mexicains se disputent les territoires, les plazas. On appelle ça les plazas au Mexique. C'est une région frontalière. Les trafiquants contrôlent ces territoires et ils taxent les autres pour faire passer la drogue par cette zone. Si tu empruntes mon territoire, je vais te demander 20%, 30%, jusqu'à 50% du prix de ton chargement. Le point le plus important, c'est de franchir la frontière avec la drogue, que ce soit de la cocaïne, de la marijuana, de l'héroïne, des méthamphétamines. Une fois la frontière franchie, ils peuvent pratiquement agir à leur guise.
Beaucoup de gangs locaux opèrent dans la région. Et on a découvert qu'ils collaborent avec les cartels mexicains. Ils font passer la marchandise et puis ils l'entreposent ici. Avec un chiffre d'affaires annuel de 6 à 7 milliards de dollars, le marché de la drogue ampute le PIB mexicain de 1,5. En 2006, le candidat conservateur à la présidentielle, Felipe Calderón, fait campagne sur le thème de la sécurité. À peine élu, il déclare la guerre au cartel. Pour la première fois, un gouvernement se lance dans une guerre ouverte contre les dérives grandissantes des narcos. Le gouvernement Calderón a déclaré la guerre au narcotrafic mexicain. Et seulement ensuite, on a fait une étude rapide pour savoir de quels moyens ils disposaient, de quelles forces de feu, à quel point ils étaient infiltrés dans les services de sécurité. On s'est donc lancé dans une guerre contre un ennemi pratiquement inconnu qui a coûté très cher à la société mexicaine. Vu le manque de ressources et de capacités techniques pour combattre la délinquance, son action semble avoir provoqué d'autres phénomènes. Entre autres, la diversification des chefs du crime. Et dans certaines régions, les réseaux se sont multipliés suite à la répression menée contre eux. Tout le monde connaît le chiffre des 70 000 morts. Et pratiquement personne ne parle des disparus, des plus de 20 000 disparus. Quant aux déplacés, cela demeure une réalité qu'on ne mesure toujours pas. Plus de 40 à 50 000 personnes ont été déplacées. Ce sont des phénomènes très négatifs. Je crois qu'il y a une donnée qui dit tout. Deux peut-être. L'espérance de vie au Mexique a baissé pour la première fois depuis 60 ans. Et l'autre chiffre, qui me paraît terrible, c'est que la principale cause de mort des 20-25 ans est l'homicide. La même stratégie se poursuit. Autrement dit, on privilégie l'investissement dans les services de sécurité. La dépense publique a augmenté de 14% en termes réels ces dernières années, ce qui représente près de 1,3 du PIB. Pourtant, on voit très peu de résultats. En 2012, le retour au pouvoir du Parti révolutionnaire institutionnel, parti héritier de la Révolution, soupçonné de paix sociale au prix d'une cohabitation avec le cartel historique de Guadalajara, signe la continuité. Privilégier la politique sécuritaire face à un ennemi fragmenté par la guerre de la drogue est toujours plus irréductible. Los Zetas furent fondés par le cartel del Golfo. Quand ils ont engagé des militaires, dont certains des forces spéciales de l'armée, c'étaient des déserteurs avec un entraînement de corps d'élite. Donc, quand ces messieurs se sont engagés dans le crime organisé, ils ont apporté avec eux une maîtrise parfaite de l'emploi des armes, du combat de guérilla, de la contre-insurrection. Toutes ces techniques des corps d'élite, ils les ont transmises au narcotrafic. Ceci signifie la professionnalisation des tueurs du crime organisé.
Une violence exploitée au profit de la communication. Les Mantas revendiquent les tueries au nom de la défense du territoire et les vidéos postées sur la toile mettent en scène la terreur glorifiée par les narcos nouvelle génération. Donc, los Zetas élèvent le niveau de l'usage de la violence et du professionnalisme de la violence de l'ensemble du crime organisé. C'est l'un des changements de qualité qu'engendrent los Zetas. Ahí mero los brincas, ahí mero. Súbele 4 a la loma. ¿Con qué lo agarro yo? Dale vuelta este. Que la lana se le den bien las letras, nomás está. La mano, compañero, la mano. ¿Cuántos faltan? 90% des armes identifiées proviennent des États-Unis. Ça vous donne une idée du marché. La majorité des armes retrouvées et identifiées sur les scènes de crime au Mexique proviennent du Texas. En 2004, le gouvernement Bush lève le moratoire sur la vente des armes d'assaut. Avec ses 6000 marchands d'armes et ses gun shows hebdomadaires, le Texas est un arsenal en vente libre. Sous la présidence Calderón, on a réussi à saisir plus de 150 000 armes, soit l'équivalent de l'arsenal d'une armée d'Amérique centrale. Cela vous donne une idée de la force de feu de ces messieurs, non? On a saisi 150 000 armes et un peu plus de la moitié, 60%, étaient de gros calibre, des AK-47, des AR-15. L'argent que ces organisations tirent de la vente de la drogue est sans doute consacré à acheter des armes. Et les bénéfices qu'ils n'investissent pas dans les gros calibres, ils les réexpédient avec leur arsenal vers le Mexique. Les cartels empruntent la route du Nord pour passer la drogue et suivent le même parcours vers le Sud pour rapporter les armes et l'argent. Le trafic du cash a évolué. On ne voit plus de mules avec des sacs à dos pleins de billets. Les cartels disposent de véhicules sophistiqués. On appuie sur un bouton et s'ouvre un compartiment où planquer l'argent. Ils ne transportent plus que 300 000 ou 500 000 $, des sommes moins élevées qui prennent la route vers le Mexique. Il faut voter des lois aux États-Unis pour interdire, ou plutôt pour tracer, la vente d'armes. Je sais qu'on applique le second amendement, donc ne pas interdire complètement la vente, mais la contrôler. Qui sont les vendeurs, les acheteurs? Combien s'en vendent-ils? Quel emploi en fait-on? Beaucoup de prête-noms achètent un nombre insensé d'armes qu'ils revendent aux trafiquants de drogue. Il faut que ces individus soient tenus pour responsables de leurs actes. Il faut voter des lois plus sévères sur les armes. En 1994, en réponse à la forteresse Europe du traité de Maastricht, l'accord de libre-échange de l'ALENA entre les États-Unis et le Mexique ouvre la frontière. Avec un trafic de 6000 camions par jour, Laredo, premier poste frontière d'Amérique latine et premier poste terrestre des États-Unis, concentre les ambitions des principaux cartels. Nous avons saisi des millions de dollars de la drogue qui passait par des gardes-dépôts. Des chargements licites dans des camions en route vers le nord, des camions pleins de marchandises qui allaient à Chicago, New York.
et qui transportaient de la drogue. Laredo est un point essentiel dans la logistique des cartels. Des cartels tels que le cartel del Golfo, Los Zetas, Sinaloa se disputent cette région parce que l'Interstate 145 est l'une des portes vers l'Amérique. Il y a désormais une espèce de flot ininterrompu de choses telles que des téléphones portables. Le commerce des métaux importe de l'acier, de l'or, de l'argent. Et ça va même jusqu'à l'agriculture, avec le trafiquant qui balance « Hé, j'ai du bétail ». L'argent aussi circule dans les deux sens et il est plus facile de le cacher. Le libre-échange des biens s'accompagne de celui des capitaux. Pour les trafiquants, il est donc plus facile de blanchir l'argent. Veracruz, premier port du pays en transactions financières. Un moteur de l'économie nationale qui se révèle un enjeu stratégique sur les routes de la drogue vers les États-Unis et vers l'Europe. Quand le gouvernement fédéral, le président Calderón, il y a 6 ans, a lancé une guerre ouverte contre le crime organisé pour tenter de freiner le trafic de drogue, ces cartels ont dû se diversifier. Ils génèrent, Los Zetas par exemple, 60%, disons 50 ou 60% de leurs revenus des narcotiques. Les autres, 40 ou 50%, proviennent du racket, des enlèvements, du vol. Los Zetas sont les premiers à se diversifier. Ils arrivaient dans une ville, convoquaient les chefs du crime, des bandes de délinquants locaux, et leur disaient « Maintenant, vous êtes des Zetas et vous allez travailler pour nous. Si vous volez des voitures, 50% des vols sera pour nous, mais on va vous ouvrir de nouveaux marchés. » Ils ont créé une espèce de fédération nationale du crime local. Il y a 5 ans, il n'y avait pas toute cette délinquance, tant de risques sur la route. Si, il y en a toujours eu, mais c'était pas à ce point-là. T'es bien obligé de faire ce qu'ils disent, parce que sinon t'es mal. T'as pas le temps de réaliser que t'es coincé. Tout le camion. Ils nous ont attaqués, un collègue et moi. Et ils nous ont détenus toute la journée jusqu'à ce que... Comment on dit? Jusqu'à ce qu'ils vident des camions. Et après, ils nous ont laissés enfermer tous les deux. Lui, il était avec son fils de 11 ans. Ils nous ont laissés enfermer tous les 3 dans la cabine jusqu'au soir. Abandonnés. Et ils nous avaient arrêtés le matin. Ils ont vendu la marchandise, tout. Ils ont vidé les camions et ensuite, ils nous ont abandonnés avec les camions. On était là dans la cabine, enfermés, mon collègue, son fils et moi. Des groupes du crime organisé volent par exemple des chargements de tissus qui doivent être livrés à une usine pour fabriquer des vêtements destinés à l'exportation. Ils volent les chargements et à cause des délais de livraison de la marchandise, ils soutirent une rançon au patron de l'entreprise. Il faut bien récupérer la marchandise pour fabriquer et vendre le produit. Ils ont la main sur tout ce qui peut rapporter de l'argent. Et c'est le cas. Il n'y a aucun frais, strictement aucun. On se sert et le tour est joué. Près de notre village, il y a eu le cas d'un routier. Il s'est passé 20 jours, un mois.
1 mois et demi. Et après, on l'a trouvé, mais il était mort. On l'a trouvé après un bon bout de temps. En morceaux, hein? Oui, en morceaux. Ils l'ont trouvé dans des sacs en plastique. Les bêtes commençaient à le manger. On l'a trouvé sous un pont en contrebas de l'autoroute. Ils lui ont pris le camion, ils ont embarqué la marchandise et il a disparu. Ils envoient ici des équipes de professionnels voler les chargements. Parfois avec l'aide d'employés des dépôts qui leur disent « tel camion transporte telle marchandise, des appareils de prix, de l'électronique, des ordinateurs, des postes de télévision. » Ils volent ces produits qui inondent le marché noir, et se vendent moitié prix. Ça se répercute sur tout le monde, car le magasin, pour s'y retrouver, va augmenter les prix, exactement comme les cartels. Quand un cartel perd un chargement, il augmente le prix du suivant pour compenser la perte. Ils sont au top 500 des plus gros chiffres d'affaires. Nous avons un problème structurel avec le crime organisé en matière de vol d'hydrocarbures. Nous enregistrons une perte annuelle de plus de 4 milliards de dollars. Les gazoducs et oléoducs sont assaillis, perforés, et on en extrait les ressources pour les vendre au marché noir. Cette année 2013, le nombre de siphonnages clandestins a doublé par rapport à l'an dernier. Les pertes s'élèvent à quelques 2700 millions de barils de pétrole par an. Le produit est déjà raffiné. Il leur suffit d'aller le voler pour le vendre. Et ils opèrent de plus en plus avec des stations-service légales. Ils le livrent, le vendent, et l'argent ressort de l'opération parfaitement blanchi. C'est un gros avantage par rapport au trafic de drogue. De plus, le transport est gratuit. Il n'y a aucun frais, hormis les camions-citernes qu'il est facile de maquiller. Transporter 5 ou 10 tonnes de cocaïne ou d'héroïne à travers le pays, c'est une autre affaire. Beaucoup plus difficile et beaucoup plus risquée. Que es mucho más difícil transporte con mucho más riesgo para ellos mismos. Los Zetas ont récemment réussi à conquérir ce marché en contrôlant les gangs qui se consacraient depuis des années au vol d'hydrocarbures. Ils sont parvenus à les assujettir et à s'approprier une partie de ce marché. J'ai demandé à un groupe de collaborateurs très proches de faire une enquête parallèle à celle du service de sécurité de Petróleos Mexicanos. Et nous avons découvert que des opérations illégales avaient bien lieu au sein de la société. Opérations que l'équipe de sécurité de Petróleos Mexicanos ne rapportait pas. Pongan bien la seguridad a los 360 grados, por favor. On soustrayait le produit de différentes façons, parfois directement des complexes de Petróleos Mexicanos, dans les complexes eux-mêmes. D'autres fois, sur les réseaux de canalisation. Petróleos Mexicanos compte plus de 50 000 km d'oléoducs et de gazoducs.
L'enquête était très incisive. On peut affirmer que des salariés de Petróleos Mexicanos étaient impliqués dans le vol d'hydrocarbures, d'essence en fait. Car, curieusement, on ne vole jamais de brut, toujours de l'essence ou du diesel. Nous avons les éléments pour affirmer que certains gouvernements régionaux, en l'occurrence celui du Veracruz, étaient impliqués dans l'affaire car il y avait dans cet État un réseau de stations-service qui distribuait de l'essence d'origine illégale. Dans certaines stations-service de l'État du Veracruz, des groupes sociaux, des groupes de chauffeurs de taxi, des organisations agricoles, ouvrières, très liées au parti politique de droite, le PRI, enfin, pour dire les choses comme elles sont, ces groupes pouvaient faire gratuitement le plein de leurs véhicules, les taxis, les voitures de service, en se servant à tel ou tel distributeur. Ils recevaient donc un avantage en nature contre la promesse d'un bulletin de vote. J'ai remis ce rapport et à réception du dit rapport, les pages ont été retirées du domaine public et classées secrètes pour 20 ans. À l'évidence, le fait que le personnel assigné à la sécurité des complexes de Petróleos Mexicanos soit en partie issu de l'armée mexicaine est sans doute, selon moi, la raison pour laquelle on a décidé de ne pas poursuivre l'enquête. En la matière, la stratégie actuelle ne diffère guère de celle des gouvernements précédents. Une politique de la continuité encouragée par l'Omerta. Explosion, disparition, enlèvement, exécution. Des crimes pour la plupart restés secrets par peur des représailles. 5h30. Un pipeline explose suite à un siphonnage. La Grand Rue se transforme en une rivière de feu. Bilan, 52 blessés, 84 sans-abri et 30 morts. 3 ans plus tard, la commune accuse Pemex d'avoir falsifié les faits. Selon les dirigeants de Pemex et les représentants du gouvernement de l'époque, ils perdaient jusqu'à 50% du condensat qu'ils produisaient, soit l'équivalent de $500 000 par jour. Ce qui, si on le multiplie, s'élève à environ 15 millions de dollars par mois, soit 150 à 170 millions par an. Les vols avaient lieu tous les jours. Le produit pétrolier était ensuite importé illégalement du Mexique aux États-Unis. Ils déclaraient aux douanes, aux agents des douanes, un produit différent, un produit autorisé. Ainsi, ils pouvaient l'introduire dans le pays pour le vendre à des représentants de l'industrie pétrochimique. Nous avons identifié 40 individus ou sociétés, des sociétés légales dans le domaine de l'importation, du transport, du raffinage et de la vente de produits dérivés de la pétrochimie. Au début, ils ont laissé le transport à d'autres. Quand ils ont vu que c'était très rentable, ils ont voulu s'en charger eux-mêmes. C'était 100% bénéfice, une opération très rentable pour l'organisation. L'opération qui avait lieu au Mexique impliquait plusieurs délits, dont le vol à main armée. Quand ils s'emparaient des camions-citernes des chauffeurs de Pemex qui transportaient le condensat. Ensuite, ils se rendaient aux stations de remplissage où ils volaient le produit. 3 sociétés mexicaines transportaient des chargements légaux, mais aussi ceux que nous avons identifiés comme étant du condensat illégal.
Le gouvernement, Pemex, avait des contrats officiels avec ces trois sociétés. Les documents d'entrée employés pour l'importation étaient ceux utilisés pour le transport à l'intérieur du Mexique, jusqu'au poste frontière. Une fois là, ils engageaient un courtier américain qui leur fournissait des documents d'entrée aux États-Unis, parfaitement légaux. Le condensat entrait illégalement par les postes frontières de Pharr et de Los Indios. Ensuite, on transportait la marchandise au port de Brownsville, où on la déchargeait des camions mexicains pour la stocker dans d'immenses entrepôts. De là, on la transférait sur une barge ou dans des camions américains pour la transporter à travers le Texas et les États-Unis. Quand on y pense, ils n'ont aucun frais. Ils n'ont pas à investir pour le cultiver, le raffiner, l'extraire. C'est une affaire rentable. Il serait donc difficile de croire que cela ne continue pas. S'il n'y avait une telle corruption, une telle collusion des autorités avec le crime organisé, le Mexique ne serait pas confronté à une telle situation. Nous avons les moyens, nous avons les ressources pour combattre le crime organisé. Mais quand il y a tant de complicité, il est très difficile de passer cela sous silence. Le cas des hydrocarbures est plus qu'éclatant. Huitième producteur mondial, le géant de l'exploration en eau profonde alimente 38% du budget de l'État. Avec l'ouverture en 2013 au capital privé, le Mexique a pour ambition de dépétroliser son économie. S'il y a eu par le passé des cas de corruption, dans une société para-étatique et plus encore quand il s'agit d'un monopole, l'un, me semble-t-il, entraîne l'autre. Donc, pour que Pemex soit plus transparente, plus forte et se développe mieux, il faut l'ouvrir à la concurrence. La pire des corruptions est liée à la situation de monopole. C'est là la grande carence de la justice mexicaine. Sur 100 délits commis dans le pays, on estime que 2 sont punis. 3 parfois. Pas un seul parlementaire, ni un seul haut fonctionnaire mexicain n'a fini en prison pour narcotrafic. On peut les compter sur les doigts de la main, 1, 2 peut-être. Mais la réalité est bien autre. L'impunité, pièce maîtresse du pouvoir des cartels. Une stratégie inspirée de la dérégulation et exportée par-delà la frontière. Où est passé l'argent du pétrole qui se vole au Mexique et se vend aux États-Unis? Je ne pense pas que les voleurs qui l'ont livré à Houston, à San Antonio, Dieu sait où, aient rapatrié l'argent pour le déposer dans une banque mexicaine. À moins que si, chez HSBC, si. Mais normalement, ils le déposent dans une banque américaine. Il est prouvé que des banques américaines ont géré l'argent de narcotrafiquants mexicains pendant des années. Et elles ont reçu des sanctions dérisoires. C'est une excellente affaire d'être le banquier du narcotrafic mexicain et que la majeure partie de l'argent profite au système bancaire américain. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Ceux qui l'ignorent, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent.